Bonjour à tous, cette présentation réalisée par Céline, Benjamin Titouan et moi-même va se focaliser sur la notion de reconstruction virale appliquée plus particulièrement à des virus disparus. Un virus est un parasite obligatoire ou absolu ayant besoin d'une cellule pour pouvoir se multiplier. La reconstruction virale consiste donc en l'utilisation de techniques de biologie moléculaire et de génétique visant à produire à partir d'éléments viraux ou d'informations génétiques des virions. C'est une technique qui s'avère particulièrement utile, notamment dans le cadre des virus disparus, puisqu'on ne dispose plus des souches. Nous allons donc essayer de comprendre par quel procédé la reconstruction virale est-elle mise en place et quels sont les impacts que celle-ci peut avoir, que ce soit d'un point de vue positif ou bien d'un point de vue négatif. Pour répondre à cette problématique, nous allons donc étudier en détail la reconstruction de deux virus, qui sont le virus influenza A H1N1 de 1918 et le virus HPXV. Ces deux virus sont des virus disparus. En réalité, le virus de la variole est éradiqué, mais quelques souches sont encore conservées dans certains laboratoires. La reconstruction s'applique aussi à des virus qui sont non disparus. Certains scientifiques procèdent d'ailleurs à des reconstructions du virus SARS-CoV-2 afin d'étudier son génome et donc de proposer de possibles pistes vaccinales. Ainsi, reconstruire des bactériophages est aussi une piste intéressante dans la lutte contre les infections bactériennes qui sont plus ou moins résistantes. Intéressons-nous maintenant au cas des poxvirus. Les poxvirus sont des virus à ADN double brin de taille assez importante, faisant partie de l'ordre des mégavirales. Ce sont des virus enveloppés ayant la particularité d'avoir un cycle de réplication cytoplasmique. Le plus connu des poxvirus pour les ravages qu'il a causés, c'est la variole. Cette maladie est connue pour avoir été l'objet des tout premiers vaccins grâce aux expériences de Jenner qui inocula le virus de la vaccine, aussi appelé cowpox, à un enfant. Une immunité fut ensuite acquise. Le virus de la vaccine est en effet moins virulent pour l'homme et permet donc de développer une immunité contre la variole. L'utilisation de la vaccine est aujourd'hui remise en cause du fait de sa toxicité, notamment chez les patients immunodéprimés. Comme nous allons le voir avec la reconstruction d'un horsepox, les chercheurs tentent aujourd'hui de produire des alternatives vaccinales. Outre cela, la variole présente aujourd'hui un risque bioterroriste qui est non négligeable et qui va être explicité par la suite. Concernant les virus influenza, il en existe trois types. Les virus A et B sont à l'origine de la vraie grippe, alors que le type C est quant à lui plutôt responsable d'infections qui vont passer inaperçues. Les virus de type A sont nommés en fonction des protéines hémagglutinines allant de H1 à H18 et neuraminidase allant de N1 à N11. Ainsi, les sous-types trouvés dans les infections humaines peuvent être des virus H1N1, comme par exemple le virus de 1918, H3N2, comme le virus de 1968, ou encore H2N2, comme le virus de la grippe asiatique. Le virus influenza de la grippe H1N1 est donc un virus de type A, à génome segmenté avec des ARN monocaténaires à sens négatif, donc ARN-. Ce virus appartient au genre alpha influenza virus de la famille des Orthomyxoviridae. Les régions codantes sont réparties sur 8 segments de gènes et parmi les séquences codantes, on va retrouver celles qui codent pour des protéines structurales et des protéines non structurales comme le complexe polymérase qui est composé de 3 gènes, PA, PB1 et PB2. Nous allons donc désormais nous intéresser à la reconstruction de virus disparus. La première étape de la reconstruction virale est de déterminer le matériel génétique qui sera utilisé. En fonction du virus, il y a plusieurs possibilités. On peut partir vers la synthèse d'ADN des nouveaux quand on connaît la séquence du génome viral. C'est ce qui a été utilisé pour le Horsepox virus. On peut aussi partir de l'ADN viral pour générer un ADN complémentaire par rétrotranscription. Il est aussi possible de partir de tissus d'autopsie d'animaux conservés dans le pergélisol, comme c'est le cas pour le virus H1N1. Mais bien sûr, on peut aussi partir d'échantillons issus de patients atteints par le virus, comme par exemple le Covid-19 actuellement. Le génome viral seul n'est pas toujours suffisant pour induire l'infection. C'est possible pour des virus à ARN simple brin de polarité positive, comme le SARS-CoV-2, ou pour des virus à ADN double brin, à condition que leur cycle de réplication soit nucléaire. Les virus à ARN simple brin de polarité négative ou les virus à ARN double brin, par exemple, ont un génome non infectieux, qui doit être complémenté.
Cela peut être fait en transfectant des plasmides, codant pour du matériel protéique, comme des ARN polymérases ARN dépendantes, ou en utilisant directement des virus helpers qui vont coder pour ces composants. Le virus pourra alors compléter son cycle viral et des virions infectieux seront produits. Pour les rétrovirus, ils ont besoin de leur transcriptase inverse pour effectuer leur cycle, mais il est possible de les transfecter aussi sous la forme d'un clone ADN proviral. Dans cette partie, nous allons détailler pour les deux virus d'intérêt différentes étapes ayant permis leur reconstruction. Comme on vient de le dire, l'infectiosité du génome viral est un premier critère à prendre en compte. Pour l'aspect poxvirus, on travaille sur la reconstruction d'un norsepoxvirus. Comme dit précédemment, on a de même précisé que les chercheurs disposaient de sa séquence. Le génome peut donc être synthétisé sous forme d'un ADN double brin. L'ADN des poxvirus n'est pas infectieux car il nécessite des enzymes normalement contenues dans le virion. Ce n'est pas un problème en soi, c'est même un obstacle qui peut être surmonté facilement si la cellule en question est déjà sous le coup d'une infection par un autre poxvirus. Ce virus, dit résident, permet de fournir au poxvirus les enzymes nécessaires à sa réplication et à la formation de virions. En effet, les poxvirus sont bien des virus à ADN double brin, mais ils se répliquent dans le cytoplasme. Ainsi, ils ont besoin d'être complémentés par une ARN polymérase ADN dépendante qu'ils codent eux-mêmes. Pour le virus de l'influenza, ce sont des virus à ARN négatif. Ils ont la particularité d'avoir un cycle nucléaire pour leur réplication, contrairement à la majorité des virus ARN qui se répliquent dans le cytoplasme. Étant donné qu'ils sont à ARN de polarité négative, il doit y avoir un événement de transcription en ARN de polarité positive, médié par une ARN polymérase ARN dépendante. Il est possible d'outrepasser cette limite en synthétisant de l'ADN complémentaire à partir de l'ARN viral. Le virus codant lui-même son propre complexe ARN polymérase ARN dépendant à partir des fragments PB1 et PB2 et PA. L'ADN-C est empaqueté dans des plasmides qui expriment l'ARN viral de polarité négative, mais aussi un ARN messager de polarité positive qui vient complémenter le génome viral. Le protocole sera expliqué plus en détail par la suite. Le virus peut donc finalement poursuivre son cycle cellulaire, c'est en quelque sorte un exemple de transfection de plasmides permettant une complémentation. Pour certains virus, les génomes viraux peuvent être de très grande taille. Ces grands génomes sont compliqués à manipuler, à modifier, car ils sont très instables. De même, leur transfection peut poser problème. Pour contrer cette barrière, la fragmentation du matériel génétique est une option non négligeable. Pour que les génomes soient reconstitués dans la cellule où il est transfecté, les fragments d'ADN doivent être flanqués pour permettre à des événements de recombinaison d'avoir lieu. C'est ce qu'on voit ici sur la diaporama. On voit des régions flanquantes qui sont matérialisées par des petits traits pointillés noirs qui vont permettre, après recombinaison, de retrouver un génome viral reconstitué. Ces événements de recombinaison ont été utilisés pour la reconstruction de l'ORSPOX-virus. Les chercheurs ont créé un HPXV chimérique synthétique, d'où le nom SC-HPXV. Comment ils ont fait? Ils ont utilisé une séquence publiée dans la GenBank d'un ORSPOX-virus disparu. Ce génome de 212 kilobases a été synthétisé sous forme de 10 fragments, ayant chacun 1000 paires de bases d'overlapping, c'est-à-dire de fragments flanquants, avec les fragments adjacents. Donc comme on voit ici, avec les petits fragments rouges en haut, on voit qu'ils se chevauchent. C'est lors de cette étape de synthèse qu'on peut procéder notamment à des modifications du génome, comme par exemple le fait de silencer des sites de restriction, point sur lequel nous allons revenir lorsque nous parlerons de comment distinguer des virus recombinants formés. Dans certains cas, l'équation est plus compliquée. Ça a été le cas pour l'ORSPOX-virus. Ce virus en fait est compliqué à synthétiser car son génome présente des structures complexes en épingle à cheveux au niveau de ses télomères. Ces structures complexes sont généralement difficiles à séquencer et du coup les chercheurs ne disposaient pas de la séquence de ces hairpins télomériques dans la GenBank. Les expérimentateurs ont donc décidé alternativement de liguer des hairpins synthétisés à partir de la séquence des télomères de la vaccine. C'est pour ça qu'on parle d'un virus synthétique recombinant ou chimérique.
Pour la reconstruction du virus H1N1, l'ARN viral obtenu à partir de tissus d'autopsie a été isolé et transcrit en ADN complémentaire par une rétrotranscription. Puis les fragments sont amplifiés par une PCR via des amorces spécifiques des segments viraux. Chaque plasmide contient une copie d'un des 8 segments de l'ARN viral. L'ADN complémentaire est inséré entre le promoteur et le terminateur de la polymérase 1. Cette section est encadrée par le promoteur de l'ARN polymérase 2 et un signal de polyadénylation. Une fois ces plasmides créés, ils sont transfectés dans des cellules de type 293T par exemple. L'ARN viral va être traduit par la polymérase 1 de la cellule. La transcription se fera par la polymérase 2 qui donnera un ARN messager positif qui sera traduit en protéine virale. Une fois tout le matériel génétique disponible dans la cellule, des virions pourront se former. Une fois les recombinants formés, il faut les collecter. Il est possible d'utiliser une technique de lyse des cellules par freeze-thaw, qui consiste à congeler puis décongeler sur plusieurs cycles les cellules pour ensuite les liser via un buffer. Les particules virales peuvent être récupérées et étalées sur des cultures cellulaires correspondant à leur tropisme. Bien sûr, une première étape de crible peut être menée dans le cas où on a utilisé des cassettes GFP. Une fois que le génome viral est reconstitué, l'expérimentateur doit l'isoler et le récolter. On vient de montrer la technique du freeze-thaw qui a pour but justement de récolter les virus. Selon l'expérience de reconstitution que l'on a effectuée, on est parfois amené à transfecter des cellules qui sont déjà infectées avec les fragments. Dans ce cas, pour être sûr de récupérer le virus d'intérêt, l'expérimentateur doit le rendre distinguable par un pattern de site de restriction spécifique, par exemple, ou encore par l'introduction d'une cassette codant pour une protéine fluorescente telle que la GFP. De même, il faut prendre en compte le risque, lorsque deux virus proches infectent une même cellule, qu'il y ait des recombinaisons entre eux. Dans ce cas, la réalisation d'un pattern particulier de site de restriction peut permettre de distinguer les constructions attendues des possibles autres virus recombinants. C'est ce qui a été fait pour l'Orspox virus, pour distinguer ensuite les virus recombinants, qu'on a appelés SC-HPXV, des autres orthopoxvirus recombinants obtenables. On a silencé sur les fragments tous les sites de restriction AR1 et BSA1, et on a aussi ajouté, pour faciliter la détection des candidats, une cassette YFP, donc qui est une protéine fluorescente qui fluoresce en jaune. On l'a inséré donc dans la séquence, ce qui permet d'émettre une fluorescence dans les plaques de lyse. On saura alors qu'on aura possiblement des candidats dans ces plaques de lyse. Une fois la reconstruction réalisée, il va être important de déterminer les caractéristiques des virus reconstruits. Par caractéristiques, on entend donc spectre d'hôte, virulence ou caractère invasif. Pour la reconstruction d'un virus dont on connaît déjà les caractéristiques, cela va permettre de vérifier que le virus obtenu n'a pas perdu par exemple en virulence. Dans d'autres cas, cette caractérisation des virus obtenus peut être réalisée dans un but qui est comparatif. Par exemple, pour comparer la virulence du virus H1N1 de 1918 et du virus actuel, afin de déterminer quels sont les éléments responsables de sa virulence, ou encore, comme cela a été fait, pour comparer la virulence de la souche HPXV par rapport à la souche VACV à des fins vaccinales. Même si la distinction n'a pas encore été faite jusqu'ici, on considère un virus reconstitué comme étant un virus qui ne circule plus, mais dont la séquence ou bien des débris sont encore présents et peuvent donc permettre sa reconstruction. En ce sens, la reconstruction virale est donc le protocole général expliqué précédemment et qui s'applique à tout type de virus. Sur cette diapositive, vous est présenté deux figures. La figure 10A correspond à une culture sur gélose avec le virus de la grippe saisonnière humaine appelé TX91. Et sur la figure B, nous voyons donc le virus avec le gène PB1 du virus de 1918. Ainsi, nous voyons que le virus entièrement reconstruit de 1918 est frappant en termes de capacité à se répliquer rapidement dans les poumons des souris infectées. Par exemple, 4 jours après l'infection, la quantité de virus de 1918 trouvée dans les tissus pulmonaires des souris infectées
était 39 000 fois plus élevée que celle produite par l'un des virus de la grippe recombinante qui nous a servi pour la comparaison. La figure 9, quant à elle, correspond à des coupes histologiques. Dans un premier temps, nous voyons un tissu pulmonaire de souris infecté par un virus saisonnier de la grippe humaine H1N1. Puis, en figure C, nous voyons l'impact du virus de 1918 dans les tissus pulmonaires de souris. Nous observons donc un effet bien connu du virus de la grippe de 1918 qui correspond donc au dommage rapide et grave des poumons. En effet, en 1918, les victimes du virus pandémique ont connu des poumons remplis de liquide ainsi qu'une pneumonie sévère et une inflammation des tissus pulmonaires. Dans les 4 jours suivant l'infection, les souris infectées par le virus de 1918 ont connu des complications pulmonaires qui étaient très similaires. Le tout suggère ainsi qu'il s'agissait d'un aspect unique de la gravité du virus de 1918. Les techniques de reconstruction virale offrent de nombreux avantages, comme la maniabilité du virus qui permet une distinction de celui-ci par génie génétique avec l'insertion de cassettes GFP, mais aussi un avantage informationnel par son apport de connaissances et son accès facile pour certains types de virus, comme par exemple ceux ARN positifs. La reconstruction virale offre également beaucoup d'applications en recherche fondamentale. Et lorsque les techniques évoluent, on peut parler d'avantages financiers et de gains de temps. Un autre avantage à la reconstruction d'anciens virus est celui de la santé. Ces anciens virus reconstruits sont souvent utilisés comme point de comparaison, de référence aux virus modernes qui émergent et qui constituent une menace pour la santé humaine. Les inconvénients de la reconstruction sont que les titres viraux ne sont pas toujours très satisfaisants. L'accès aux connaissances et applications n'est pas toujours sans danger. La pratique de la reconstruction virale nécessite un apport important sur la connaissance de l'information génétique du virus à reconstruire. Et bien sûr, la reconstruction n'est pas exhaustive, car certains génomes viraux présentent des spécificités de structure qu'il est parfois difficile à reproduire. Pour parler des applications de la reconstruction virale, nous allons vous présenter un aspect important qui est la vaccination. Tout d'abord, un vaccin au sens large est une préparation qui contient des micro-organismes qui sont soit inactivés, soit tués. Cette préparation est administrée dans le but d'immuniser l'organisme contre des maladies infectieuses. La production d'un vaccin passe par 3 grandes étapes principales. La première étape va être de tester l'absence de toxicité du vaccin, donc d'observer les différents effets secondaires, par l'administration de celui-ci à des volontaires sains et non exposés. À la suite, la deuxième étape est l'analyse de la réponse immunitaire. C'est là qu'on étudie le nombre d'injections, de rappels nécessaires pour induire une immunité maximale. Et pour finir, la troisième étape consiste à tester l'efficacité réelle de la vaccination en l'inoculant à un public ayant un haut risque de contamination. Le temps que va mettre chaque étape est variable et dépendant des résultats obtenus. Pour vous parler plus en détail des vaccins qui ont été confectionnés à la suite de la reconstruction virale, nous allons vous présenter 2 exemples avec le virus H1N1 et celui de la variole. Pour construire le vaccin contre le virus H1N1, le gène codant pour l'hémagglutinine est récupéré, puis une partie de ce gène est retirée. Le gène codant est ensuite inséré dans un plasmide. Le gène codant pour l'hémagglutinine est récupéré et directement inséré dans un plasmide sans aucune modification. Pour avoir toutes les autres protéines structurales nécessaires à la reconstruction du virus, dans une seconde souche, ces gènes sont récupérés puis insérés dans des plasmides. Ces plasmides sont ensuite transfectés dans des cellules animales. Les nouveaux virus sont récupérés et utilisés à la fabrication du vaccin. Un autre exemple d'utilisation possible de la reconstruction virale est celui de la vaccination contre la variole. Aujourd'hui, pour vacciner contre la variole, on utilise des souches de vaccines. Cependant, ces vaccins présentent de nombreux effets secondaires chez les populations les plus fragiles. L'état de l'art nous informe que les souches de vaccines partagent un ancêtre commun avec les orthopoxvirus AOT équins, HPXV. Les chercheurs se sont donc demandé si un vaccin basé
sur le virus HPXV pourrait être une bonne alternative au vaccin actuel utilisant le virus de la vaccine. Le problème étant que les virus HPXV semblaient tous éteints ou que les dernières souches disponibles n'étaient pas utilisables en laboratoire. Les chercheurs ont donc dû reconstruire un virus HPXV comme on l'a décrit précédemment, et ils ont pu montrer à partir de ce virus reconstruit que ce virus reconstruit ressemble au virus de la vaccine sur plusieurs propriétés de croissance, bien que les plaques de lys résultantes soient plus petites, et que le virus HPXV reconstruit génère une immunité contre les infections virales létales, notamment les infections de vaccine, mais que sa virulence était plus faible que celle de la vaccine chez la souris, ce qui pourrait être le reflet d'une meilleure tolérabilité chez l'humain du virus, notamment chez les personnes immunodéprimées, en faisant une piste non négligeable dans la construction d'un nouveau vaccin contre la variole. Nous allons à présent aborder le risque bioterroriste dans le cadre de la reconstruction virale. Tout d'abord, qu'est-ce que le bioterrorisme de manière générale? Le bioterrorisme consiste en l'usage de micro-organismes ou de toxines, qui sont les substances pouvant être produites par un micro-organisme, de manière intentionnelle dans le but de provoquer des maladies, la mort ou des dégâts matériels, à une population cible. Cette population cible peut être une population humaine, animale ou végétale. Pour lutter contre le bioterrorisme, les agences de biosécurité ont classé les niveaux de menace selon deux critères. Le premier est l'expertise nécessaire à la production et la manipulation de l'agent biologique. Le second est le niveau d'équipement matériel et logistique requis à la mise en place de l'attaque. Plus le score obtenu est élevé, plus cela signifie que la menace est facilement réalisable et donc probable. En effet, lorsque un niveau d'expertise ou d'équipement requis va être faible, cela signifie que cette menace bioterrorisme est facilement accessible au plus grand nombre et donc à des groupes avec des moyens plus restreints, comme des groupes bioterroristes. Un exemple de virus régulièrement cité comme potentielle arme bioterroriste est celui de la variole. La variole est une maladie considérée aujourd'hui comme disparue, éradiquée par les campagnes de vaccination passées. Cependant, nos générations n'ont pas été vaccinées contre la variole. Et avec la reconstruction virale, le risque d'utilisation de la variole comme arme bioterroriste est de plus en plus important. Si la variole est régulièrement citée, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est hautement transmissible par voie aérosol d'une personne infectée à une personne sensible. De plus, dans les populations infectées, elle exerce une forte morbidité et une forte mortalité. Et enfin, le point le plus important, c'est qu'il n'existe pas de traitement spécifique pour lutter contre la variole. Certes, il existe un vaccin, comme on l'a vu précédemment, mais je rappelle que le vaccin est un traitement préventif qui se fait en amont d'une infection, et que, chez les populations les plus sensibles, ce vaccin présente de nombreux effets secondaires qui peuvent parfois être très graves. C'est toutefois le seul moyen de défense qu'ont les États pour lutter contre une attaque bioterroriste utilisant la variole. Donc il faut savoir qu'il existe des stocks de vaccins contre la variole pour pouvoir rapidement vacciner les populations en cas d'attaque. La reconstruction virale permet donc le développement de nouveaux agents biologiques. Cependant, lorsque les virus reconstruits sont utilisés de manière mal intentionnée, il existe peu de moyens pour lutter contre les virus comparé aux bactéries, car on possède beaucoup moins de molécules efficaces contre les virus. Pour lutter contre le bioterrorisme viral, les agences de biosécurité recommandent donc la prévention d'accès aux stocks viraux. Par exemple, pour le virus de la variole, il faut savoir que seuls 2 laboratoires dans le monde sont autorisés à posséder des souches de ce virus. En cas d'attaque, ils recommandent une reconnaissance médicale rapide des symptômes chez les patients pour identifier la maladie et une identification rapide des souches et de leur spécificité en laboratoire pour permettre le développement de vaccins ou de thérapies virales efficaces contre le nouvel agent pathogène. Pour conclure, la reconstruction de virus à partir des cartes génétiques dans les banques de données a permis de reconstruire des virus anciens ou disparus.
Ceci a nettement amélioré notre compréhension des mécanismes virologiques, mais aussi de l'évolution des virus à travers le temps. Ceci a permis d'améliorer la surveillance des virus émergents et de développer de nouvelles technologies de recherche. Cependant, nous ne sommes pas à l'abri d'un accident de manipulation libérant un virus reconstruit dans la population, avec le risque bioterrorisme comme on l'a vu précédemment. Toutefois, la reconstruction virale a un réel intérêt dans le domaine de la santé, avec des perspectives dans le développement de nouveaux vaccins, mais aussi dans le développement de nouveaux outils thérapeutiques, notamment le développement des vecteurs viraux.